Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons parler de l'horizon, de l'étendue stratégique, sécuritaire des forces collectives censées être formées par les différents pays arabes de manière à faire face au terrorisme qui s'aggrave dans la région. Mais aussi, nous allons avoir quelques répliques sur le discours qu'a prononcé aujourd'hui le chef de l'État à l'occasion de la fête des ouvriers. Et nous aurons quand même un volet économique concernant les différentes formes d'investissement qui sont sur le marché, qui seront très prochainement sur le marché égyptien. Il y a eu plusieurs chefs d'État qui ont rendu visite à l'Égypte durant les 2 semaines précédentes, des chefs d'État africains, arabes et le chef de l'État français. Il y avait le secrétaire d'État américain qui était là et énormément de projets d'accords d'entente ont été signés. Donc il y a vraiment beaucoup d'ouverture sur l'investissement. Il faut dire qu'aujourd'hui, à commencer par le premier volet concernant la fête des ouvriers le 1er mai, en cette occasion, le chef de l'État s'est adressé à la population et notamment aux ouvriers au siège ou dans une cérémonie organisée par l'Union générale des syndicats des ouvriers égyptiens. Durant son discours, il a déclaré que le gouvernement n'épargnerait aucun effort, déploierait tout son possible afin de subvenir aux besoins, notamment de ceux qui sont à revenus modérés. Il y a des plans ambitieux afin de répondre aux besoins de tous les citoyens, des projets industriels et d'investissement. Sisi a mis l'accent aussi sur l'importance des nouvelles sources d'énergie, parce qu'il faut vraiment envisager un Moyen-Orient avec une énergie renouvelable. Il faut trouver d'autres sources d'énergie outre le pétrole qui est en danger et qui sera probablement, qui n'est pas illimité et qui sera inexistant dans quelques années. Donc l'énergie renouvelable est très importante et il a aussi mis l'accent sur l'importance de la production et de l'industrie. Il a souligné aussi l'importance du développement humain durant la prochaine phase en améliorant l'éducation technique. Il faut donner beaucoup d'importance à l'éducation technique et pas seulement éducation universitaire de par la culture en Égypte. Il faut vraiment souligner l'importance de cette culture, de cette tranche sociale qui est vraiment très importante à nos jours puisque nous envisageons de nouvelles industries, nous envisageons de nouveaux investissements. Il a aussi reçu le chef de l'Union des syndicats des ouvriers, Mohamed Gebeli Al-Maraghi, et il a reçu de ce chef des syndicats un cadeau. Donc, pour commenter le discours et l'analyser, nous avons avec nous Dr Passant Fahmi, en économie et en affaires bancaires. Dr Passant Fahmi, bienvenue avec nous. Merci, madame. Dr Passant Fahmi, le chef de l'État, a souligné plusieurs aspects importants dans son discours aujourd'hui à l'occasion de la fête des ouvriers, dont notamment l'importance d'accorder beaucoup d'importance à l'enseignement technique, à la production, à l'industrie, et a promis de n'épargner aucun effort pour satisfaire les besoins des Égyptiens, notamment ceux qui sont à revenus modestes. Comment voyez-vous le discours? C'était un discours rassurant. Il a assuré, comme vous venez de mentionner, aux employés, à tout le monde, que le pays va exercer tout effort pour les aider, pour améliorer la façon dont ils travaillent. Et ici, il a rassuré qu'il n'y a pas de privatisation parce que les ouvriers, nous avons une expérience de privatisation qui n'était pas assez positive et qui a créé beaucoup de problèmes aux employés. Et c'est pour cela qu'il a assuré qu'ils vont améliorer la façon de travailler, renouveler les usines, mais question de privatisation, ça n'existe pas vraiment. C'est pour cela qu'à mon avis, les employés attendaient ce mot-là. Il a aussi rassuré qu'il va aider tous les employés durant cette période à cause de ce qui se passe dans le pays, des problèmes économiques. Il va les aider et il a déposé un montant, ou il a donné les ordres de déposer un montant de 100 millions de dollars, 100 millions de livres égyptiens dans un fonds
pour aider les employés qui ont vraiment des problèmes à cause des problèmes économiques dont le pays en souffre ces jours-ci. C'était un discours, à mon avis, rassurant, encourageant. Il a promis à tout le monde qu'il va, comme vous venez de mentionner, améliorer la façon de travailler, leur donner le support, les traîner, si vous voulez, sur les nouveaux techniques, améliorer les usines aussi, développer la façon de travailler. Alors, c'était un discours très important, très rassurant pour les employés. Docteur Passan Fahmi, nous en Égypte, nous avons une certaine vision vis-à-vis de l'enseignement universitaire et malheureusement l'enseignement technique est considéré comme moins prestigieux, si on peut le dire, chose qui a fait que les ouvriers et les artisans ne sont pas aussi nombreux que les gradués des universitaires qui sont au chômage pour certains d'entre eux. À votre avis, est-ce un changement idéologique, social qu'il faut faire ou plutôt travailler sur les investissements? Ça, c'est un changement culturel. Parce que ce problème-là a été développé il y a 60 ans. C'est-à-dire tous les jeunes doivent être licenciés, doivent avoir des diplômes et des certificats des universités. Et c'est ce qui a créé beaucoup de problèmes sur le niveau social. Il y a ils ont vraiment des certificats, mais pratiquement, ils ne sont pas bien éduqués. Ils ne savent pas comment la vie, si vous voulez, la vie réelle est conduite. Alors là, rassurer l'importance du travail technique était très important. Mais ça, c'est un changement c'est-à-dire, on ne peut pas changer cette culture avec un discours. Ça doit être un grand changement sur le niveau social, avec les familles, avec comme on appelle, tout le monde doit sentir ça et doit vraiment être convaincu. C'est pas un changement facile à faire et c'est pas un discours qui va créer ça. Ça, c'est un changement culturel très profond et c'est toute la société qui est responsable. C'est pas Monsieur le Président. Docteur Passan Fahmi, experte en économie, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, l'Égypte est orientée non seulement vers l'investissement et vers le développement de différents secteurs. Il y a eu aussi la création d'une nouvelle ville, d'une nouvelle capitale administrative. Hier, le chef de l'État avait inauguré le nouveau siège ou le nouveau quartier général du ministère de l'Intérieur, qui était dans le quartier du Nouveau Caire, étendu sur une surface énorme, comme un premier pas vers le transfert des différents ministères dans ce quartier du Nouveau Caire dans une tentative de remédier à l'embouteillage et pour élargir la capitale du Caire et de manière à ce qu'il y ait plus aussi de surface possible pour la circulation. Pour commenter de nouveau le discours et les promesses surtout, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Essam Abdel-Fattah, expert d'analyse de discours politique. Dr Essam Abdel-Fattah, bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Essam Abdel-Fattah, le chef de l'État, lance des messages dans son discours. Le chef de l'État lance des messages en général dans ses discours. Il parle beaucoup de l'importance de former des forces conjointes et des coalitions arabes de manière à faire face au terrorisme et pour protéger le Proche-Orient. Mais aussi, il y a d'autres messages concernant l'investissement et le rôle du citoyen. Quelle est votre analyse concernant les différents aspects du discours? Je pense que le destinataire principal de ce discours, ce sont les travailleurs. Plutôt que, c'est-à-dire, c'est le destinataire concerné, bien sûr, par la fête du travail, et un message, un discours d'exhortation et d'encouragement. D'abord, il commence par rassurer justement les travailleurs de leurs réclamations. On sait très bien qu'ils ont un certain nombre de réclamations, ça veut dire en ce qui concerne, à titre d'exemple, les salaires, en ce qui concerne aussi la satisfaction aux besoins importants des classes ouvrières. Et puis après, il y a une exhortation, il les exhorte à travailler davantage, à faire de leur mieux pour construire une base solide, infrastructurelle du travail pour le développement du pays et pour résoudre les problèmes, bien sûr, dont le pays est très préoccupé, par exemple le chômage. Il a mis l'accent aussi sur l'importance du secteur public.
C'est-à-dire qu'il y a actuellement un ministère du secteur public qui travaille pour développer ce secteur longtemps négligé sous Moubarak. Et maintenant, il a mis l'accent sur ce secteur. C'est un secteur très important pour satisfaire les besoins de toutes les classes, de la majorité des Égyptiens, bien entendu. Et puis, il les a rassurés sur un autre point important, c'est-à-dire qu'il y a l'État actuellement fait son mieux pour maintenir les prix ou pour vendre les aliments et les denrées alimentaires aux Égyptiens et pour lutter aussi contre la corruption. C'est-à-dire que son discours pour attacher une importance à la lutte contre la corruption par l'État. Troisième point aussi dans ce discours qui est très important, c'est il a dit justement qu'il y a un fonds d'urgence qui est destiné à protéger et donner l'assistance aux travailleurs, pour ne pas dire handicapés, ça veut dire qui ont des problèmes de santé. Alors, il leur a promis aussi que le fonds de Vive l'Égypte va contribuer largement à soutenir ce fonds qu'on appelle le fonds d'urgence. Donc, le discours en général met l'accent sur le développement, sur les projets d'investissement et sur la nécessité d'une, pas coalition, mais disons une collaboration du secteur privé avec le secteur public pour réaliser les grands projets d'investissement infrastructurels qui ont pour objectif final, pour objectif fondamental, c'est quoi? De résoudre les problèmes sociaux dont tous les Égyptiens souffrent, comme par exemple le chômage et le développement. Il veut justement, après la construction d'une base solide d'infrastructures qui serait susceptible, par exemple, de concurrencer sur le plan mondial les économies d'autres pays. Docteur Azam Abdel Fattah, il y a 2 jours, en recevant le roi de Bahreïn, le chef de l'État avait répété à plusieurs reprises l'importance de former une force conjointe de manière à faire face au terrorisme. Et à votre avis, est-ce qu'il y a là des craintes qui s'accentuent vis-à-vis, concernant le Golfe et vis-à-vis de la région? Crainte de quel côté? Crainte du terrorisme. Oui, le terrorisme certainement menace les pays du Golfe, menace tous les pays arabes, mais le problème c'est qu'il y a quand même un certain nombre de secteurs dans les pays qui soutiennent le terrorisme. Regardez dans les pays, par exemple du Golfe aussi, l'Arabie Saoudite, ou dans ces pays, il y a beaucoup de factions fondamentalistes qui financent tous les mouvements terroristes dans tout le monde même. On a vu, il y a des relations, mais actuellement il y a des enquêtes sur cette question. Mais la formation d'une force, disons arabe, régionale arabe, qui prend en charge de combattre le terrorisme, ça c'est vraiment une responsabilité qui remonte qui ne date pas d'hier, mais depuis très longtemps. On sait très bien que même la charte de la Ligue arabe stipule la nécessité de former une force pareille. Mais le problème majeur que rencontre ce projet, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui refusent cette idée. C'est-à-dire que, quelle que soit la force qu'on espère un jour créer, cette force aura en fait, des effets trop limités. C'est-à-dire la difficulté pour cette force d'intervenir dans tel ou tel pays sans l'autorisation du gouvernement. Et les gouvernements, je dois vous dire une chose, les gouvernements se méfient un petit peu de la création de cette force. Et c'est pour cela, lorsque le président égyptien a, encore une fois, relancé cette idée une fois, vous savez que l'Arabie Saoudite a approuvé cette idée, mais il y a des pays du Golfe qui l'ont complètement refusé. Je donne l'exemple, par exemple, le Qatar et d'autres pays. L'Algérie, il a dit la création de cette force est contraire, par exemple, à notre constitution. Alors, moi, je ne pense pas que la création de cette force puisse réaliser grand-chose. Je me méfie un petit peu de cette idée. Docteur Azam Abdel Fattah, vous êtes analyste ou professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Passons au dossier syrien. Et il faut savoir que les raids sur Alep ont fait 30 morts. Les raids meurtriers
menées par le régime syrien durant la nuit de mercredi à jeudi ont causé la mort de 30 personnes, dont le dernier pédiatre exerçant dans les quartiers rebelles d'Alep. Selon un nouveau bilan de la défense civile, les frappes ont visé un hôpital et un bâtiment résidentiel à Soukaira, un quartier rebelle dans le sud de la grande ville septentrionale. Les détails dans ce compte rendu. Meurtriers menés par le régime syrien durant la nuit de mercredi à jeudi ont causé la mort de 30 personnes, dont le dernier pédiatre exerçant dans les quartiers rebelles d'Alep, selon un nouveau bilan de la défense civile. 20 civils, dont 5 membres du personnel hospitalier, ont trouvé la mort, selon les secouristes connus sous le nom de casques blancs. Parmi eux figurent le pédiatre, un dentiste et 3 infirmiers. Jeudi matin, avant la reprise des raids, les secouristes ont trouvé 10 autres corps sous les décombres de l'hôpital Al-Quds et de l'immeuble mitoyen. Les raids aériens ont cessé quelques heures durant la nuit avant de reprendre jeudi vers 7 h GMT. Dans le secteur gouvernemental de cette ville coupée en deux depuis juillet 2012, 4 personnes ont été tuées et 4 autres blessées dans les attaques rebelles, a indiqué l'agence officielle. Elle n'a pas précisé quel type d'attaque, mais généralement les insurgés tirent des obus d'artillerie et des roquettes sur ces quartiers. Mercredi, au moins 10 personnes, dont un enfant, avaient été tuées par des roquettes et des tirs de francs-tireurs dans les quartiers gouvernementaux, selon l'agence. Après une pause dans les combats à la suite d'une trêve mise en place le 27 février par les États-Unis et la Russie, les combats et bombardements ont repris avec une intensité redoublée à Alep depuis vendredi, provoquant la mort de plus de 100 civils. Durant ces dernières 48 heures, un Syrien est mort toutes les 25 minutes, a dénoncé mercredi soir l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura, en avertissant que la trêve était en grand danger. Les organisations des droits de l'homme ont condamné le régime et les rebelles, ainsi que les terroristes pour les tirs aveugles contre la population civile. La crise migratoire en Europe et Vienne crée un état d'urgence migratoire. Le Parlement autrichien a adopté hier une loi prévoyant la possibilité de décréter un état d'urgence migratoire, supprimant quasiment le droit d'asile sur fond de montée de l'extrême droite dans ce petit pays qui a accueilli 90 000 réfugiés en 2015. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a immédiatement condamné le texte. Plus d'éclaircissements dans ce compte rendu. Élaborée depuis plusieurs mois et décriée par des ONG et une partie de l'opposition, cette loi concernant l'état d'urgence migratoire permettra dans certaines circonstances de bloquer les migrants aux frontières sans même leur accorder la possibilité de formuler une demande d'asile. Sous ce régime mis en œuvre si les services de l'État sont jugés dépassés, tous les demandeurs d'asile, y compris les Syriens et les Irakiens, seront refoulés aux frontières à moins de prouver qu'ils sont persécutés par le pays d'où ils arrivent, par exemple l'Italie. La nouvelle loi, adoptée par 98 voix contre 67, limite aussi à 3 ans l'octroi initial du droit d'asile, une mesure déjà en vigueur dans d'autres pays européens comme l'Allemagne. Elle restreint le regroupement familial pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, un statut moins favorable que l'asile et qui concerne principalement des Afghans. Située au croisement des deux principales routes migratoires en Europe via les Balkans et via l'Italie, l'Autriche a vu transiter plusieurs centaines de milliers de réfugiés en 2015. Elle en a accueilli 90 000, soit plus du 1% de sa population, dépassée seulement par la Suède au sein de l'Union européenne. Pour 2016, Vienne s'est fixé un plafond de 37 500 demandeurs d'asile supplémentaires, assurant que ses capacités d'intégration arrivent à saturation. Quelques 18 000 demandes ont été enregistrées depuis le début de l'année. Saluée pour sa générosité au plus fort de la crise à l'automne, la grande coalition gouvernementale du chancelier social-démocrate Werner Faymann
a depuis fortement durci sa politique dans un contexte de montée au pouvoir du parti d'extrême droite. Les investissements en Égypte, les investissements égyptiens à l'étranger, les accords d'entente, les accords signés récemment avec Bahreïn, avec le Togo, avec la France, avec les différents pays venant avec l'Arabie Saoudite et autres dans différents domaines, et un grand nombre d'accords sont à chaque fois signés avec suite à chaque visite de chefs d'État et de délégation. Il faut dire que pour revenir sur la coopération égypto-française, il faut dire qu'une trentaine d'accords de coopération ont été conclus durant la visite du président François Hollande, notamment dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie et des transports. Nous avons plus d'éclaircissements à donner dans ce compte rendu avant d'avoir en ligne Monsieur Mohamed Fouad, qui est expert en économie et député au Parlement. Les présidents Abdel Fattah el-Sisi et François Hollande ont inauguré le forum d'affaires franco-égyptien auquel ont participé des représentants de plus de 30 entreprises françaises et des compagnies égyptiennes. Cette visite revêt une grande importance sur le plan économique, a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur Qabil, à l'issue de pourparlers avec l'ambassadeur de France en Égypte, André Parent. Il y a une volonté des deux pays de développer les investissements de la France en Égypte, a pour sa part déclaré M. Parent, ajoutant que le montant des investissements français en Égypte se situe aux alentours de 3,6 milliards d'euros. Les échanges commerciaux s'élevaient, eux, à 2,583 milliards d'euros en 2015 contre 2,61 milliards en 2014. La France, sixième fournisseur de l'Égypte, est présente dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et des télécommunications avec la filiale du groupe Orange. M. Parent a annoncé la signature de plusieurs accords dans les secteurs de la formation professionnelle, du transport, du tourisme, de la protection sociale, de la préservation du patrimoine, de l'infrastructure, de la culture et surtout de l'énergie, un secteur dans lequel la France possède une technologie avancée. Des accords de coopération ont également été conclus dans les domaines de l'électricité, des chemins